Ma femme s'est moquée de ma montre bon marché pendant un dîner d'affaires. Je n'ai rien dit. 2 heures plus tard, un milliardaire l'a vue et est devenu pâle. Où avez-vous eu cela? A-t-il demandé. J'ai prononcé le nom de mon père. Il s'est levé, tremblant, alors elle n'a aucune idée de qui vous êtes. J'aurais dû m'y attendre. Après 30 ans de mariage, on apprend à lire les signes. La façon dont la mâchoire de Zoé se serrait quand elle regardait mes vêtements, le sourire forcé qu'elle adressait à l'hôtesse, le léger roulidé. Yeux quand je commandais le vin de la maison au lieu de quelque chose de leur sélection premium. Mais je ne m'attendais pas à ce qui a suivi. Nous étions assis au restaurant Milano, l'un de ces endroits où l'éclairage est suffisamment tamisé pour cacher les imperfections, mais assez lumineux pour mettre en valeur la richesse. Les tables en acajou brillaient sous des lumières ambrées douces, et l'odeur d'ail et de vin vieilli flottait dans l'air commun. Parfum cher. Zoé avait insisté pour que nous venions ici pour ma réunion avec des clients potentiels du Henderson Development Group. Cela pourrait tout changer pour nous, Denny, avait-elle dit en se préparant, appliquant son maquillage avec la précision d'un chirurgien. Ces gens ont de l'argent, du vrai. Ne me fais pas honte. J'avais hoché la tête, ajustant le simple costume bleu marine que je possédais depuis 15 ans. Il était propre, repassé, respectable. Mais alors que j'étais assis en face de Richard Peton et de sa femme Catherine, je sentais la désapprobation de Zoé irradier d'eux. Mon côté, comme la chaleur d'une fournaise. La conversation se passait bien. Richard semblait sincèrement intéressé par les capacités logistiques de notre entreprise. Nous discutions d'un contrat potentiel d'une valeur de $200 000 lorsque j'ai tendu la main vers mon verre d'eau. C'est là que Zoé l'a vu, ma montre. Elle n'avait rien d'extraordinaire. Un simple boîtier en acier, un bracelet en cuir vieilli, doux. Après des décennies d'utilisation. Le cadran était blanc pur avec des chiffres noirs, sans diamant ni plaquage or. Mon père me l'avait donné quand j'ai eu 18 ans, et je l'avais porté tous les jours depuis. Oh mon Dieu, Denny. La voix de Zoé a coupé notre conversation. Comme un couteau. Tu portes encore cette vieille chose? La table est devenue silencieuse. Richard et Catherine ont levé les yeux de leur menu. Visiblement mal à l'aise. J'ai senti mes joues chauffer en baissant les yeux sur mon poignet. Elle donne l'heure correctement, ai-je dit doucement, essayant de ramener la conversation aux affaires. Zoé a ri, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. L'heure. Correctement, Denny? Cette montre a l'air de sortir d'un vide-grenier. Que vont penser ces gens? Zoé, ai-je commencé, mais elle n'avait pas fini. Je lui dis depuis des années d'acheter quelque chose de correct, a-t-elle dit au Peton, comme si je n'étais pas assis juste là. Mais il est si têtu. Pour dépenser de l'argent, même pour quelque chose d'aussi basique qu'une montre décente. Catherine Peton s'est agitée sur sa chaise, souhaitant visiblement être ailleurs. Richard s'est éclairci la gorge et a tendu la main vers son verre de vin. Je n'arrête pas de lui dire, à quoi bon travailler si dur si tu vas te promener en ayant l'air de faire tes courses dans des friperies, a continué Zoé, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Parfois, je me demande s'il se soucie même de faire bonne impression. Ma gorge s'est serrée. 30 ans de mariage, et elle trouvait encore de nouvelles façons de me rabaisser. Je sentais les autres convives nous regarder, leur conversation se faisant plus discrète alors qu'ils tendaient l'oreille pour écouter le spectacle à notre table. Cette montre a une valeur sentimentale, ai-je dit, ma voix peine audible. Zoé a ricané. La valeur sentimentale ne paie pas les factures. Denny. Elle ne fait pas que les gens te prennent au sérieux. J'ai baissé les yeux sur le cadran de la montre, me souvenant du poids de la main de mon père sur mon épaule le jour où il me l'a donnée. Elle appartenait à mon père, ai-je dit. Ton père, qui a travaillé dans un chantier naval toute sa vie, a répliqué Zoé. Ton père qui n'a jamais possédé
Rien de plus cher que son salaire mensuel. Mon Dieu, Denis, quand vas-tu? Arrêtez de vivre dans le passé et commencez à penser à notre avenir. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine, quelque chose qui se pliait sous la pression depuis des années, atteignant enfin son point de rupture. Richard Peton fixait son verre de vin comme s'il contenait les secrets de l'univers. Sa femme étudiait sa serviette avec une concentration intense. Peut-être devrions-nous commander, ai-je suggéré faiblement. Oui. Concentrons-nous sur la raison de notre présence ici, a dit Zoé, reprenant soudain sa charmante voix d'hôtesse. Denis est si émotif à propos des choses les plus étranges. C'est même mignon. D'une certaine manière. Mais le mal était fait. La conversation a traîné. Pendant une autre heure, mais je le voyais dans les yeux de Richard. L'affaire était morte. Qui voudrait faire affaire avec un homme dont sa propre femme le traitait comme un échec en public? Alors que nous attendions l'addition, Zoé s'est excusée pour aller aux toilettes. Richard s'est légèrement penché en avant, sa voix basse. C'est une pièce intéressante que vous portez, a-t-il dit, désignant ma montre. J'ai baissé les yeux dessus, surpris. Merci. Elle ne vaut pas grand-chose. Puis-je? A-t-il demandé, faisant un geste vers mon poignet. Confus, j'ai détaché le bracelet et le lui étendu. Richard l'a tenu avec précaution, la retournant dans ses mains. Son expression a changé alors qu'il examinait le dos du boîtier. Ses yeux se sont légèrement agrandis, et j'ai vu sa main trembler presque imperceptiblement. Où avez-vous eu ceci? A-t-il demandé, sa voix étrange. C'était celle de mon père, ai-je dit. Il me l'a donné quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Richard a continué à fixer la montre, sa respiration courte. Quel était le nom de votre père? William Morrison, ai-je répondu, confus par l'intensité de sa voix. Richard est resté complètement immobile. Un instant, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Il m'a regardé, puis a regardé la montre, puis m'a regardé à nouveau. Morrison, a-t-il murmuré. Zoé est revenue à table, son rouge à lèvres fraîchement appliqué, bavardant à propos du dessert. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase quand elle a vu Richard tenant ma montre. J'espère que Denis ne vous ennuie pas avec des histoires sur cette vieille chose, a-t-elle dit avec un rire forcé. Richard n'a pas répondu. Il me regardait toujours avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Lentement, avec précaution, il m'a rendu la montre. Gardez-la en sécurité. A-t-il dit doucement. C'est plus important que vous ne le savez. Zoé a levé les yeux au ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde est trop poli pour lui dire la vérité. Mais Richard n'était pas poli. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me faisait frissonner. Quelque chose qui suggérait que cette soirée était loin d'être terminée. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, Richard m'a glissé sa carte de visite dans la main. Appelez-moi demain, a-t-il dit. Nous devons parler. En allant à la voiture, Zoé était déjà en train de décortiquer chaque instant du dîner, cataloguant mes échecs comme des articles sur une liste de courses. Eh bien, ça a été un désastre, a-t-elle dit, claquant ses talons sur le parking. Avez-vous vu leur visage quand vous n'arrêtiez pas de parler de cette stupide montre? Mon Dieu, Denis, parfois. Je pense que tu essaies de nous saboter. J'ai déverrouillé la voiture en silence, mon esprit rejoint le regard dans les yeux de Richard Peton. Quelque chose à propos de cette montre l'avait bouleversé. Jusqu'au plus profond de lui. Mais quoi? Et pourquoi avais-je l'impression que tout était sur le point de changer? Alors que je démarrais le moteur, j'ai vu mon reflet dans le rétroviseur. Pendant 30 ans, j'avais été l'homme que Zoé voyait quand elle me regardait. Une déception, un échec,
quelqu'un dont il fallait avoir honte. Mais cette nuit, pendant un instant, je m'étais vu à travers d'autres yeux, et quelque chose à propos de cette montre avait attiré l'attention de Richard Peton d'une manière qui suggérait qu'il y avait plus à cette histoire que quiconque ne le savait, y compris moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté au lit, écoutant la respiration régulière de Zoé à côté de moi, retournant sans cesse la carte de visite de Richard Peton entre mes doigts, jusqu'à ce que les bords soient doux à force d'être manipulés. La façon dont il avait regardé ma montre continuait de jouer dans mon esprit comme un disque rayé. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un la remarquait, mais c'était la première fois que quelqu'un réagissait de cette façon. La plupart des gens ne la regardaient même pas, comme Zoé l'avait dit, comme elle me l'avait répété pendant 30 ans. L'horloge de notre table de nuit affichait 3h47 quand j'ai renoncé à essayer de dormir. J'ai glissé hors du lit, faisant attention à ne pas réveiller Zoé, et je suis descendu dans la cuisine. Notre maison était modeste, un ranch à 2 chambres que nous avions acheté lorsque nous venions de nous marier. Des murs beiges, des meubles génériques de grands magasins, rien qui ne parlait de qui nous étions vraiment, ou du moins rien qui ne parlait de qui j'étais vraiment. J'ai fait du café et me suis assis à notre petite table de cuisine, la montre posée devant moi sous la lumière fluorescente. Sous cette lumière crue, elle semblait encore plus ordinaire que d'habitude. Le bracelet en cuir était craquelé par endroits. Le boîtier en acier rayé par des années d'usure quotidienne, mais je ne m'étais jamais soucié de son apparence. C'était la dernière chose que mon père m'avait donnée avant de mourir. Les souvenirs affluaient, comme toujours lorsque je tenais la montre. Pendant les heures calmes. La voix de mon père, grave et rauque à cause de ses années de cigarettes. Cette montre est dans notre famille depuis 3 générations, Denis. Il ne s'agit pas de ce qu'elle vaut, il s'agit de ce qu'elle représente. J'avais 18 ans alors, debout dans son bureau surplombant le port. L'odeur de l'air salin flottait à travers les fenêtres ouvertes, se mêlant à l'odeur de cuir et de tabac qui s'accrochait toujours à ses vêtements. Des modèles de navires bordaient les étagères, chacun rappelant l'entreprise qu'il avait construite à partir de rien. Qu'est-ce que cela représente? Avais-je demandé. Le choix, avait-il simplement dit. Le choix d'être qui tu es vraiment, pas qui le monde attend que tu sois. À l'époque, je pensais avoir compris. Maintenant, assis dans ma cuisine à 3h du matin, 30 ans plus tard, je me demandais si j'avais jamais rien compris du tout. Zoé avait clairement exprimé son opinion sur mon père dès le début. Pour elle, il n'était qu'un ouvrier qui avait eu de la chance. Elle n'avait jamais compris. Pourquoi je parlais de lui avec tant de respect, pourquoi je gardais sa photographie cachée dans mon portefeuille, pourquoi je portais sa montre chaque jour. Tu vis dans le passé, Denis, disait-elle chaque fois que son nom était évoqué. Ton père travaillait dans un chantier naval. Il réparait des bateaux. Il n'y a pas de honte à cela. Mais il n'y a pas non plus de gloire. Mais elle se trompait sur lui. Elle se trompait sur beaucoup de choses. Mon père n'avait pas seulement travaillé dans des chantiers navals. Il les possédait. Plusieurs chantiers navals le long de la côte est. Morrison Maritime avait été l'une des plus grandes compagnies maritimes privées du pays quand j'étais enfant. Nous vivions dans un manoir surplombant l'océan. Avec du personnel, des voitures et tout ce que l'argent pouvait acheter. Et j'avais tout abandonné. La décision avait semblé si claire à l'époque. J'avais 29 ans, fraîchement diplômé d'une école de commerce, regardant mon père travailler 18 heures par jour pour faire grandir l'entreprise. J'ai vu ce que cette vie lui avait coûté. Les dîners manqués, les anniversaires oubliés, la façon dont les affaires consommaient chaque conversation, chaque pensée, chaque instant de paix. Quand il est mort d'une crise cardiaque à 62 ans, seul dans son bureau à 2h du matin, j'ai su que je ne voulais pas de cette vie. Je voulais quelque chose de réel,
quelque chose de significatif. Je voulais un amour qui ne soit pas compliqué par l'argent, le pouvoir ou les attentes. J'ai donc liquidé mes parts dans l'entreprise, mis l'argent en fiducie. Et je suis parti. J'ai pris un emploi dans la logistique, loué un petit appartement et essayé de construire une vie normale. C'est là que j'ai rencontré Zoé. Elle travaillait alors comme réceptionniste dans un cabinet d'avocats. Belle, ambitieuse et pleine de projets pour l'avenir. Elle parlait de vouloir une vie simple, un homme bon qu'il aimerait pour ceux qu'elle était. Elle disait qu'elle en avait marre de fréquenter des hommes qui ne se souciaient que de l'argent et du statut. Je pensais avoir trouvé mon âme sœur. Pendant les premières années, ce fut tout ce que j'avais espéré. Nous vivions modestement mais confortablement. Zoé semblait heureuse de notre petit appartement, de nos week-ends au lac, de nos dîners tranquilles à la maison. Elle ne posait jamais de questions sur ma famille ou mon passé, et je ne donnais pas l'information. Je voulais être aimé pour Denis, le coordinateur logistique. Pas pour Denis, l'héritier Morrison. Mais progressivement, les choses ont changé. Zoé a commencé à remarquer ce que les autres possédaient. Elle a commencé à comparer notre vie à celle de ses amis, de ses collègues, des gens qu'elle voyait dans les magazines. Le contentement qui avait autrefois rempli notre maison fut remplacé par une insatisfaction grandissante et sans repos, année après année. Pourquoi ne demandes-tu pas une promotion, disait-elle. Pourquoi ne cherches-tu pas un meilleur emploi? Pourquoi es-tu si à l'aise dans la médiocrité? J'avais essayé d'expliquer qu'il y avait des choses plus importantes que l'argent, mais elle levait les yeux au ciel et changeait de sujet. Avec le temps, elle a arrêté de demander et a commencé à exiger. Puis les exigences sont devenues des critiques, et les critiques sont devenues des humiliations publiques. Comme ce soir, assis dans notre cuisine, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident il y a des années. Zoé ne m'aimait pas. Elle ne m'avait probablement jamais aimé. Elle aimait l'idée que j'étais, le potentiel qu'elle voyait en moi, la vie qu'elle pensait que je pourrais lui donner si seulement j'essayais plus fort. Mais j'avais essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas depuis si longtemps que j'avais oublié qui j'étais vraiment. J'ai pris la montre et l'ai attachée à mon poignet, sentant son poids familier se poser contre ma peau. Mon père avait eu raison à propos du choix. Pendant 30 ans, j'avais choisi d'être l'homme que Zoé voulait que je sois. L'homme qui s'excusait pour ses vêtements, sa voiture, sa montre, ses rêves. L'homme qui restait assis en silence pendant que sa femme détruisait sa dignité devant des étrangers. J'ai repensé à la réaction de Richard Peton, à la façon dont ses mains avaient tremblé quand il avait tenu la montre. Quelque chose à son sujet l'avait ébranlé. Quelque chose qui allait bien au-delà de son apparence modeste. Et demain, j'allais découvrir ce que c'était. J'ai terminé mon café alors que la lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les fenêtres de notre cuisine. À l'étage, j'entendais Zoé s'agiter, commençant une nouvelle journée de déception dans la vie qu'elle avait choisie. Mais quelque chose était différent. Maintenant. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de me réveiller aussi. J'avais un appel à passer. Cette montre était tout ce qui me restait de l'homme que j'étais. Mais peut-être, juste peut-être, elle était suffisante pour m'aider à me souvenir de qui j'étais censé devenir. J'ai appelé Richard Peton à exactement 9 heures le lendemain matin. Mes mains étaient plus fermes que je ne l'avais prévu, mais mon cœur battait la chamade alors que je composais le numéro de sa carte de visite. Bureau de Richard Peton, a dit une voix nette. C'est Denis Morrison. M. Peton m'a demandé d'appeler. Il y a eu une pause, puis le bruit de papier qu'on mélangeait. Veuillez patienter, monsieur Morrison. Il attendait votre appel. En quelques secondes, la voix de Richard est passée sur la ligne, urgentée. Intense. Denis, Dieu merci vous avez appelé. Nous devons nous rencontrer aujourd'hui. À propos du contrat, ai-je
demandai, bien que je savais déjà que cela n'avait rien à voir avec les affaires. Non, a-t-il dit doucement. À propos de votre montre, à propos de votre père, à propos de choses que vous devez savoir. 2 heures plus tard. J'étais assis en face de Richard dans son bureau privé au 42e étage du bâtiment. Peut-on? À travers les fenêtres du sol au plafond, la ville s'étendait sous nous. Comme une carte vivante. Son bureau était plus grand que toute ma maison, décoré de tableaux originaux et de meubles qui coûtaient probablement plus cher que ce que je gagnais en un an. Mais Richard ne semblait guère remarquer son environnement. Il était penché en avant sur sa chaise, les mains fermement jointes, étudiant mon visage comme s'il essayait de résoudre une énigme. « J'ai quelque chose à vous demander, » a-t-il dit. « Et je dois vous demander de bien réfléchir avant de répondre. Quand votre père vous a donné cette montre, vous a-t-il dit quelque chose à son sujet? Quelque chose sur son origine? » Je me suis agité inconfortablement. Il a dit qu'elle était dans notre famille. Depuis 3 générations. Quoi d'autre? Quelle était une question de choix, d'être qui tu es vraiment. Richard hocha lentement la tête. A-t-il déjà mentionné la Morrison Maritime Corporation? Ma gorge s'assécha. Je n'avais pas entendu ce nom prononcé à voix haute depuis plus de 20 ans. Comment savez-vous cela? L'expression de Richard devint grave. Parce que votre père a sauvé ma vie, mon entreprise et tout l'avenir de ma famille. La pièce sembla s'incliner. Je suis désolé. Quoi? Richard se leva et se dirigea vers un coffre-fort mural caché derrière un tableau. Les mains tremblantes, il en sortit une petite boîte en bois et la posa sur son bureau. À l'intérieur, nichée dans du velours noir, se trouvait une montre identique à la mienne. 1987, dit-il doucement. J'avais 28 ans. Fraîchement diplômé de la Harvard Business School, plein de grandes idées et de dettes encore plus grandes. Mon père m'avait laissé une petite compagnie maritime qui perdait de l'argent. Plus vite que je ne pouvais le compter. J'étais à 6 semaines de la faillite. Quand votre père m'a appelé. Je regardais la montre dans la boîte, mon esprit chancelant. Mon père vous a appelé? William Morrison ne possédait pas seulement Morrison Maritime, a poursuivi Richard. Il était l'homme le plus respecté de l'industrie maritime. Quand les petites entreprises échouaient, il intervenait, non pas pour les racheter ou les absorber, mais pour les aider à réussir. Il voyait le potentiel. Là où d'autres voyaient des problèmes. Richard prit sa montre, la tenant avec précaution. Il m'a accordé un prêt de 5 millions de dollars. Aucune garantie requise, sauf ma parole. Il a dit que si j'étais sérieux dans la construction de quelque chose de durable, je devais d'abord le prouver à moi-même. 5 millions de dollars, murmurai-je. Les conditions étaient simples. Rembourser quand je le pouvais, avec un intérêt minimal. Mais il y avait une condition. La voix de Richard s'épaissit d'émotion. Je devais accepter cette montre. Il a dit que c'était un rappel que certaines choses comptent plus que l'argent. Que la confiance, une fois donnée, est sacrée. Ma main se porta instinctivement à mon poignet, sentant le poids familier de la montre de mon père. Vous l'avez remboursé. Chaque centime, plus les intérêts. Il m'a fallu 15 ans, mais j'ai payé chaque centime. À ce moment-là, Peut-on Développement était devenu ce qu'elle est aujourd'hui. Il fit un geste vers le bureau opulent autour de nous. Votre père a rendu tout cela possible. La pièce tournait maintenant. Toutes ces années, j'avais pensé que mon père était juste un homme d'affaires prospère. Je n'avais jamais su pour les prêts, l'aide qu'il avait apportée aux entreprises. En difficulté, les vies qu'il avait changées. Il y a plus, a dit Richard. Doucement. La montre qu'il vous a donnée n'est pas n'importe quel garde-temps. C'est une PC. Philippe de 1943, commandée spécifiquement pour votre grand-père.
Il n'en existe que 12 exemplaires. Toutes fabriquées pour le conseil d'administration original de Morrison Maritime. Je sentis le sang me quitter le visage. Combien vaut-elle? De manière conservative, 75 000 $. Mais ce n'est pas pour cela qu'elle est importante. Richard se pencha en avant. Denny, cette montre est un symbole. Elle vous identifie comme l'héritier de William Morrison, l'homme qui a renoncé à l'une des plus grandes fortunes maritimes de la côte est. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Comment savez-vous que je suis parti? Richard sourit tristement, parce que votre père me l'a dit. Il était fier de vous d'avoir choisi votre propre voie, mais il était aussi inquiet. Il a dit que vous aviez tout abandonné pour courir après quelque chose de réel, quelque chose de significatif. Il espérait que vous le trouveriez. Et l'ai-je fait? La question m'échappa avant que je ne puisse la retenir. L'expression de Richard devint sérieuse. Ce n'est pas à moi de le dire, mais je vous dirai ceci, voir votre femme vous humilier hier soir, vous voir rester là et l'accepter, ce n'est pas le comportement d'un homme qui a trouvé ce qu'il cherchait. La honte me brûla la poitrine. Elle ne sait rien de ma famille. De l'argent. Je ne lui ai jamais dit pourquoi pas. J'ai pensé aux critiques de Zoé, à sa déception constante, à son besoin de statut et de richesse. Parce que je voulais être aimé pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Richard resta silencieux un long moment. Et comment cela fonctionne-t-il pour vous? La question resta suspendue dans l'air entre nous comme de la fumée. J'ai pensé à 30 ans à m'excuser pour mes vêtements, ma voiture, mes ambitions. 30 ans à me sentir insuffisant. Votre père a tout laissé en fiducie, dit Richard doucement. Les entreprises, les propriétés, les investissements? Tout est toujours là, vous attendant. Morrison Maritime est maintenant géré par un conseil d'administration, mais ils espéraient que vous reviendriez un jour prendre votre juste place. Combien, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. La fiducie vaut actuellement environ 250 millions de $. La compagnie elle-même est évaluée à environ 800 millions de plus. Les chiffres étaient si grands qu'ils semblaient abstraits, insignifiants. Un héritage d'1 milliard de dollars que j'avais abandonné pour travailler dans la logistique pour 42 000 $ par an. Denny, a dit Richard, sa voix urgente maintenant. Votre femme ne vous aime pas. Elle aime l'idée de vous, le potentiel qu'elle voit en vous, mais elle a passé 30 ans à essayer de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. J'ai baissé les yeux sur ma montre, pensant aux paroles de mon père il y a toutes ces années. Le choix. Le choix d'être qui tu es vraiment. Que feriez-vous, ai-je demandé. Richard sourit, mais il y avait de la tristesse. J'arrêterai de faire semblant d'être pauvre pour tester quelqu'un qui a déjà échoué au test. Le trajet de retour a semblé être les 40 minutes les plus longues de ma vie. Mon esprit ne cessait de tourner autour des paroles de Richard, autour de l'ampleur de ce que je venais d'apprendre. Je n'étais pas seulement Denny Morrison, coordinateur logistique de niveau intermédiaire. J'étais Denny Morrison, héritier d'un empire maritime, fils d'un homme qui avait discrètement changé des dizaines de vies et bâti un héritage s'étendant sur des décennies. Et ma femme avait passé 30 ans à me faire honte de qui j'étais. Quand je suis entré dans notre maison, Zoé était dans le salon, feuilletant un magazine. Elle a levé les yeux quand je suis entré, son expression déjà agacée. Tu es en retard, a-t-elle dit. J'ai fait des réservations pour le déjeuner avec Patricia et son mari. Tu dois prendre une douche et te changer. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, la regardant. La regardant vraiment, peut-être. Pour la première fois depuis des années. La façon dont elle se tenait, les vêtements coûteux qu'elle portait malgré notre budget soi-disant serré.
Le ton de désinvolture dans sa voix quand elle me parlait. Nous devons parler. Ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel. À propos de quoi? Si c'est à propos d'hier soir, Denny, je ne vais pas m'excuser de dire la vérité. Tu ne peux pas continuer à te promener en ayant l'air de ne pas te soucier du succès. Je sais qui est Richard Peton, ai-je dit doucement. L'expression de Zoé changea légèrement. Alors, c'est un homme d'affaires. Qu'est-ce que ça peut faire? Il connaissait mon père. Ton père est mort. Il y a 30 ans, Denny. Qu'est-ce que cela pourrait bien importer maintenant? Je me suis approché de sa chaise et me suis agenouillé à côté d'elle, de sorte que nous étions à hauteur des yeux. Elle eut l'air surprise par le geste. Probablement parce que je ne m'étais pas approché d'elle volontairement depuis des mois. Zoé, ai-je dit doucement. Et si je te disais que tout ce que tu penses savoir de moi est faux? Elle cligna des yeux, la confusion remplaçant l'agacement. De quoi parles-tu? J'ai tendu la main vers la sienne, mais elle l'a retirée. Toujours en retrait. Et si je te disais que mon père n'était pas seulement un ouvrier de chantier naval? Et si je te disais que je viens d'argent, de vrai argent, et que j'ai choisi d'y renoncer? Zoé me fixa un long moment, puis rit. Denny, de quoi diable parles-tu? Ton père réparait des bateaux. Mon père possédait les bateaux. Il possédait les chantiers navals. Il possédait une entreprise valant des centaines de millions de dollars. Le rire mourut sur ses lèvres. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Richard Peton a reconnu ma montre parce que mon père lui en a donné une identique il y a 37 ans, ainsi qu'un prêt de 5 millions de dollars qui a sauvé son entreprise. Le visage de Zoé pâlit. Vous êtes sérieux? Mortellement sérieux. La fiducie dont j'ai hérité vaut actuellement 250 millions de dollars. L'entreprise vaut environ 800 millions de plus. Un instant, le seul son dans la pièce fut le tic-tac de l'horloge sur notre cheminée. La bouche de Zoé s'ouvrit et se ferma plusieurs fois, mais aucun son n'en sortit. Enfin, murmura-t-elle. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Et c'est là que j'ai réalisé la vérité là. Plus importante de toutes. Parce que je voulais que tu m'aimes pour qui je suis, ai-je dit. Pas pour ce que j'ai. Le regard qui traversa son visage à ce moment-là me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur le choix que je devais faire. Alors elle n'a aucune idée de qui tu es vraiment, avait dit Richard. Mais maintenant elle le savait. Et moi aussi. Le silence qui suivit ma révélation dura exactement 47 secondes. Je le sais parce que je les ai comptés, regardant l'aiguille des secondes sur l'horloge de la cheminée s'écoulait tandis que le visage de Zoé passait par des émotions comme des diapositives dans un projecteur. Choc, incrédulité, calcul. Et finalement, quelque chose qui me retourna l'estomac. La cupidité. 250 millions de dollars, dit-elle lentement, comme si elle testait la sensation des mots dans sa bouche. Zoé, ai-je commencé, mais elle leva la main. Attends, attends. Elle se leva brusquement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre et revenant. Tu me dis que pendant 30 ans, Denny, tu m'as laissé croire que nous avions des difficultés. Tu m'as laissé couper des coupons, faire mes courses dans des magasins discount. Et m'inquiéter du paiement du prêt immobilier. Je la regardais faire les 100 pas, notant à quelle vitesse son choc s'était transformé en colère, non pas en chagrin pour les années de tromperie, non pas en douleur que je ne lui ai pas fait confiance. De la colère qu'elle se soit vue refuser l'accès à la richesse. Je voulais un vrai mariage, ai-je dit, basé sur l'amour, pas sur l'argent. Elle se retourna, les yeux flamboyants. Un vrai mariage? Denny, j'ai passé 3 décennies à essayer de te motiver à être meilleur, à vouloir plus, à arrêter d'être si satisfait de la médiocrité. Et tout ce temps, tu étais assis sur une fortune.
J'essayais de construire quelque chose d'authentique avec toi. Authentique? Sa voix monta d'un ton que j'avais rarement entendu. Qu'y a-t-il d'authentique à mentir à sa femme pendant 30 ans? J'ai senti les premiers signes de ma propre colère. Qu'y a-t-il d'authentique à passer 30 ans à me faire sentir insuffisant? À m'humilier en public, à me traiter comme si j'étais une sorte d'échec? Zoé arrêta de faire les 100 pas. J'essayais de t'aider à réussir. Non, ai-je dit en me levant. Tu essayais de me modeler en quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui te donnerait la vie que tu pensais mériter. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir une vie meilleure? Rien. Mais il y a quelque chose de très mal à détruire l'estime de soi de ton mari parce qu'il ne peut pas te la donner. Nous nous sommes regardés à travers notre modeste salon. L'espace entre nous semblait un canyon. Sous la lumière crue de l'après-midi, filtrant à travers nos fenêtres, je pouvais voir chaque ride sur le visage de Zoé, chaque marque des années que nous avions passées ensemble. Mais en la regardant maintenant, je réalisais que je reconnaissais à peine la femme que j'avais épousée. Combien avez-vous dit que la fiducie valait? Demanda-t-elle doucement. Et c'était ça. Pas, comment as-tu pu me cacher ça, ou, pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance? Juste une question de chiffres. Ça n'a pas d'importance. Ai-je dit. Ça n'a pas d'importance. Sa voix craqua d'incrédulité. Déni, nous aurions pu tout avoir. Une vraie maison, de vraies voitures, des vacances, de beaux vêtements. Nous aurions pu être quelqu'un. Nous étions quelqu'un. Nous étions mari et femme. Zoé rit amèrement. Mari et femme, vivant dans cette petite maison, conduisant des voitures qui fonctionnent à peine, portant des vêtements achetés en solde dans les grands magasins. As-tu la moindre idée à quel point c'était embarrassant? Les mots me frappèrent comme un coup physique. Embarrassant? Oui. Embarrassant. Voir d'autres couples de notre âge acheter des résidences secondaires pendant que nous nous demandons si nous pouvons nous permettre un dîner dans un bon restaurant. Voir mes amis recevoir des bijoux pour leurs anniversaires pendant que tu me donnes des fleurs du supermarché. J'ai pensé aux fleurs du supermarché. Comment je les avais choisies soigneusement à chaque fois, cherchant les fleurs les plus fraîches, les plus jolies couleurs. Comment j'avais pensé qu'elles étaient romantiques, personnelles, meilleures que quelque chose de cher et d'impersonnel. Je pensais que les fleurs étaient jolies, ai-je dit. Faiblement. Jolie ne paie pas un style de vie, déni. Je me suis rassis lourdement, me sentant des décennies plus âgé que mes 61 ans. Quel style de vie? Quel genre de style de vie te demande d'humilier ton mari devant des étrangers? L'expression de Zoé s'adoucit légèrement, mais non pas avec remords, avec stratégie. Elle vint s'asseoir sur la coudoir de ma chaise, sa main touchant mon épaule. Chérie, dit-elle, sa voix prenant le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Je sais que j'ai été dur avec toi parfois, mais j'essayais juste de te pousser à atteindre ton potentiel. Je n'ai jamais cessé de croire en toi. Je la regardais, voyant le calcul derrière ses yeux. Vraiment? Bien. Sûr. Et maintenant que je connais la vérité, maintenant que je comprends ce que tu as traversé, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons accéder à la fiducie. Commencer à vivre la vie que nous aurions dû avoir depuis le début. La vie que nous aurions dû avoir? Oui. La vie pour laquelle tu étais né. La vie que ton père a construite pour toi. Elle serra mon épaule. Pense-y, déni. Nous pourrions voyager, voir le monde. Nous pourrions acheter une vraie maison. Quelque chose dont nous serions fiers. Nous pourrions enfin être heureux. Je la regardais, la voyant construire ce fantasme de richesse et de statut, et je sentais quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Zoé, qu'en est-il des 30 dernières années?
Qu'en est-il de toutes les fois où tu m'as fait sentir inutile? Elle fit un geste de la main, dédaigneuse. C'est du passé. Nous parlons de notre avenir maintenant. Mais le passé compte. Le passé est ce qui nous a amenés ici. Le passé est ce que nous en faisons. Elle s'assit sur la chaise à côté de moi, prenant mes mains dans les siennes. Déni, nous pouvons recommencer. Nous pouvons être le couple que nous étions toujours censés être. J'ai regardé nos mains jointes, me souvenant quand tenir la main de Zoé m'avait fait me sentir complet. Maintenant, ça ne ressemblait qu'à une autre manipulation. Et si je disais non? Ai-je demandé doucement. Ses mains se raidirent dans les miennes. Non à quoi? Non à l'accès à la fiducie. Non à changer notre vie. Et si je disais que je voulais continuer à vivre exactement comme nous l'avons fait? Zoé retira ses mains. Ce serait fou. Pourquoi voudrais-tu rester pauvre quand tu pourrais être riche? Parce que je ne suis pas pauvre. Je suis simple. Il y a une différence. Simple est juste un autre mot pour se contenter. J'ai regardé autour d'eux. Notre salon, le mobilier modeste que nous avions choisi ensemble, les photographies sur les murs documentant 30 ans de ce que j'avais cru être une vie partagée. Mais en les regardant maintenant, je réalisais que dans la plupart des images, Zoé était posée, performant pour l'appareil photo. Je la regardais généralement avec une affection sincère, tandis qu'elle regardait l'objectif. Même sur nos photos, nous vivions dans des réalités différentes. Zoé, ai-je dit prudemment, si j'accède à la fiducie, qu'est-ce qui nous arrive? Que voulez-vous dire? Je veux dire, qu'est-ce qui change entre nous? Me respectes-tu soudainement? Arrêtes-tu de critiquer tout ce que je fais? Arrêtes-tu de me faire sentir insuffisant? Elle resta silencieuse un instant, et je pouvais la voir choisir ses mots avec soin. Nous allons tous les deux changer. L'argent change tout. Nous serons des personnes différentes. Je ne veux pas être une personne différente. Je veux être aimé pour qui je suis en ce moment. Déni, sois réaliste. L'amour ne suffit pas si tu n'es pas heureux. Mais j'étais heureux. Ou du moins, j'essayais de l'être, jusqu'à ce que tu me fasses clairement comprendre que mon bonheur ne comptait pas pour toi. Zoé se leva brusquement. C'est ridicule. Tu es assis sur une fortune et tu veux continuer à vivre comme des étudiants fauchés. Je veux continuer à vivre authentiquement. La pauvreté authentique reste la pauvreté. J'ai senti quelque chose de fondamental se déplacer en moi, comme un engrenage qui s'enclenche. Zoé. Réponds-moi honnêtement. Si je te disais maintenant que je n'allais jamais accéder à la fiducie, que nous allions vivre exactement comme nous l'avons fait. Pour le reste de nos vies, resterais-tu marié à moi? La question resta suspendue dans l'air entre nous. J'ai regardé le visage de Zoé. J'ai vu le moment où elle a réalisé ce que je demandais vraiment. Non pas si elle resterait, mais si elle serait heureuse de rester. Son silence fut une réponse suffisante. Je vois, ai-je dit doucement. Déni, tu n'es pas juste. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'ignorer la sécurité financière. Je ne te demande pas de l'ignorer. Je te demande si tu m'aimes suffisamment pour vivre sans elle. Ce n'est pas là. Même chose, n'est-ce pas? Zoé se rassit, mais cette fois elle ne me toucha pas. Que dis-tu? J'ai levé la main et touché ma montre, sentant le boîtier en métal lisse, le bracelet en cuir usé. L'héritage de mon père. Non pas l'argent ou la compagnie ou les propriétés. Le choix. Le choix d'être qui tu es vraiment, quelles que soient les attentes du monde. Je dis que j'ai pris ma décision concernant notre mariage, ai-je dit. Zoé resta très immobile. Quelle décision? J'ai rencontré son regard, voyant clairement pour la première fois depuis des décennies. Je dis que 30 ans
C'est assez longtemps pour attendre que quelqu'un m'aime pour qui je suis. La couleur lui quitta le visage. Denny, ne sois pas pressé. Nous pouvons arranger ça. Pouvons-nous? Parce que je ne pense même pas que tu saches qui je suis. Tu as passé tellement de temps à essayer de me changer que tu n'as jamais pris la peine de me voir vraiment. Ce n'est pas vrai. C'est quand? Mon anniversaire, Zoé? Elle cligna des yeux. Quoi? Mon anniversaire? Quand est-ce? Octobre. Le 15 octobre. Le 23 octobre. Quel est mon plat préféré? Denny, c'est idiot. Quel est mon plat préféré? La bouche de Zoé s'ouvrit et se referma. Tu n'est pas difficile. Les crêpes aux myrtilles. Comme ma mère les faisait. Je te l'ai dit 100 fois. J'ai senti des larmes monter, mais je les ai repoussées. Quelle est ma plus grande peur? Denny, arrête. Ma plus grande peur est de passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui me voit comme un projet à réparer au lieu d'une personne à aimer. Zoé pleurait. Maintenant, mais je ne pouvais pas dire si les larmes étaient sincères ou stratégiques. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons recommencer. Je me suis levé, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Non, Zoé, nous ne pouvons pas, car le problème n'est pas notre mariage. Le problème, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée que je suis, mon potentiel, l'argent que je pourrais te donner, mais tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. Dis-moi tout de suite que si nous n'accédons jamais à la fiducie, si nous vivons dans cette maison, conduisons ces voitures et faisons nos courses dans des magasins discount pour le reste de nos vies, tu seras heureuse. Dis-moi que tu arrêteras d'essayer de me changer. Le silence s'étira entre nous, rempli de 30 ans de déception et d'attentes non satisfaites. Finalement, Zoé murmura, je ne peux pas. Et juste comme ça, c'était fini. J'avais fait mon choix. Maintenant, je devais vivre avec. Les 3 jours suivants se passèrent dans un silence étrange, creux. Zoé et moi nous déplacions l'un autour de l'autre comme des étrangers partageant une chambre d'hôtel, poli mais distant. Elle se levait tôt et partait au travail sans dire au revoir. Je rentrais à la maison et trouvais le dîner qui m'attendait sur le comptoir, encore chaud, mais sans invitation à manger ensemble. En apparence, il semblait que nous accordions de l'espace pour réfléchir. Mais je savais ce qui se passait. Vraiment. Zoé élaborait une stratégie. Je pouvais le voir dans la façon dont elle me regardait quand elle pensait que je ne la regardais pas. Dans la manière prudente dont elle parlait, quand elle parlait, testant différentes approches comme un vendeur essayant de trouver le bon argument. Elle attendait que je retrouve mes esprits, que je réalise ce que j'abandonnais. En choisissant l'argent plutôt que mes principes. Elle attendait que je prouve que tout le monde a un prix. L'appel des avocats est arrivé le jeudi matin. J'étais dans mon bureau, fixant des tableurs qui semblaient désormais insignifiants, lorsque mon téléphone a sonné. Monsieur Morrison, c'est James Patterson de Patterson Wells & Associates. Je représente le Morrison Maritime Trust. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Comment avez-vous obtenu ce numéro? Monsieur, peut-on nous a contacté? Il a dit, vous pourriez être prête à discuter de votre héritage. J'ai fermé les yeux, m'adossant à ma chaise. Richard avait passé l'appel que j'avais évité pendant 25 ans. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour cette conversation, ai-je dit. Monsieur, si je puis me permettre, la fiducie vous attend depuis plus de 2 décennies. Le conseil d'administration a tout maintenu exactement comme votre père le souhaitait. Morrison Maritime fonctionne toujours selon ses principes, aidant toujours les petites entreprises à réussir. Votre retour honorerait son héritage. Honorer son héritage.
Ces mots m'ont accompagné tout le reste de la journée de travail. Quand je suis rentré à la maison, Zoé m'attendait dans le salon, vêtue de la robe bleu marine qu'elle portait pour les grandes occasions. Son maquillage était parfait, ses cheveux coiffés comme si elle allait à un événement spécial. Nous devons parler, a-t-elle dit. Je me suis assis en face d'elle, notant qu'elle s'était installée dans le fauteuil qui captait la meilleure lumière de notre fenêtre. Même dans nos conversations les plus sérieuses, Zoé jouait un rôle. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé, sa voix soigneusement modulée, à ce que tu as dit l'autre jour, à propos de l'amour et de l'authenticité et tout ça. J'ai attendu. Tu as raison, a-t-elle continué. J'ai essayé de te changer. Je l'admets. Mais Denis, j'essayais seulement de t'aider à atteindre ton potentiel. Mon potentiel? Selon qui? Selon n'importe qui avec des yeux. Tu es brillant. Tu es capable. Tu viens d'un héritage familial incroyable. Pourquoi ne devrais-tu pas embrasser cela? J'ai étudié son visage, cherchant une émotion véritable sous la présentation soignée. Parce que embrasser l'héritage signifie abandonner le choix qu'il a rendu significatif en premier lieu. Zoé se pencha en avant, son expression sincère. Mais si le choix était faux? Et si ton père voulait que tu reviennes un jour? Il m'a laissé cette décision. Alors prends une décision différente. Maintenant. Les gens changent d'avis. Les gens grandissent. Elle a tendu les mains et cette fois je l'ai laissé les prendre. Denis, nous pourrions faire tellement de bien avec cet argent. Nous pourrions aider des gens, soutenir des œuvres de charité, faire une vraie différence dans le monde. J'ai regardé nos mains jointes, sentant la douceur de sa peau, me souvenant quand son contact avait tout signifié pour moi. Quelles œuvres de charité, Zoé? Elle a cligné des yeux. Quoi? Quelles œuvres de charité voudrais-tu soutenir? Quelle cause? T'importe? Je l'ai regardé se débattre pour trouver une réponse. J'ai vu le moment où elle a réalisé qu'elle était prise dans une autre performance. Et bien, il y a tellement de causes importantes. Les enfants, l'éducation, l'environnement. Quels enfants, quelles écoles, quel aspect de l'environnement? J'ai retiré mes mains doucement. Zoé, tu ne peux même pas nommer une seule cause qui t'importe au-delà de ton propre confort. Son masque glissa un instant, révélant la frustration qui se cachait dessous. Bien. Oui. Je veux une vie meilleure. Est-ce si mal? Est-ce mal de vouloir de belles choses? De vouloir la sécurité, de vouloir être fier de ce que nous avons accompli? Non, ai-je dit doucement. Mais il est mal de construire cette vie en détruisant votre partenaire. Je ne t'ai jamais rabaissé. Lundi soir dernier, tu m'as traité d'embarrassant devant des étrangers. Tu as passé 30 ans à me faire m'excuser. Pour qui je suis? La voix de Zoé monta légèrement. J'essayais de te motiver à devenir quelqu'un d'autre, à devenir la meilleure version de toi-même, selon ta définition de meilleur. Nous nous sommes regardés à travers la table basse. Le poids de 3 décennies pesant entre nous. Je pouvais voir Zoé calculer, essayant de trouver les mots justes pour tourner cette conversation à son avantage. Denis, dit-elle finalement, sa voix plus douce maintenant, presque vulnérable. Je t'aime. Je t'ai aimé pendant 30 ans. Oui, j'ai fait des erreurs, mais chaque mariage a des problèmes. Nous pouvons surmonter cela. Tu m'aimes, ai-je demandé. Bien sûr que oui. Alors, réponds-moi. Si je choisis d'accéder à la fiducie, m'aimeras-tu davantage? La question là. Pris au dépourvu. Je vis ses yeux s'écarquiller légèrement, sa bouche s'ouvrir et se fermer tandis qu'elle cherchait la bonne réponse. Ce n'est pas juste, dit-elle finalement. C'est la seule question qui compte. L'amour n'est pas quantifiable, Denis. Ce n'est pas comme s'il y avait un compteur qui montait
Décent. N'est-ce pas? Je me suis levé, me dirigeant vers notre cheminée, où notre photo de mariage reposait dans un cadre en argent. Nous avions l'air si jeunes. Si pleins d'espoir, si complètement inconscients de ce que nous promettions. Parce que pendant 30 ans, j'ai eu l'impression que ton amour pour moi était directement lié à ta satisfaction de notre style de vie. Ce n'est pas vrai. Je me suis tourné vers elle. Alors pourquoi n'as-tu jamais posé de questions sur ma famille en 30 ans de mariage? Pourquoi ne t'es-tu jamais demandé pourquoi je ne parlais jamais de mon enfance, du travail de mon père, de mon héritage? Zoé resta silencieuse. Un long moment. Je pensais que tu avais honte de tes origines. Je les protégeais. Il y a une différence. Les protéger de quoi? De quelqu'un. Qui pourrait les aimer plus que moi? Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous comme de la fumée. J'ai vu le visage de Zoé passer par différentes émotions, pour finalement atterrir sur quelque chose qui ressemblait à une véritable blessure. C'est vraiment ce que tu penses de moi, murmura-t-elle. Je me suis rassis, soudainement épuisé. Zoé, je pense que tu es une bonne personne qui s'est perdue en chemin. Je pense que tu m'as épousée en croyant que tu pouvais être heureuse avec une vie simple. Et quand cela s'est avéré plus difficile que prévu, tu as décidé que le problème, c'était moi. Peut-être que le problème venait de nous deux. Peut-être. Mais je ne suis pas prêt à passer le reste de ma vie à me sentir insuffisant. Zoé pleurait maintenant. De vraies larmes qui maculaient son mascara soigneusement appliqué. Alors, que dis-tu? J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti la carte de visite que James Patterson m'avait donnée au téléphone. Je dis que j'ai appelé les avocats de la fiducie aujourd'hui. Son souffle se coupa. Et je leur ai dit que je voulais accéder à mon héritage. Un instant, l'espoir s'enflamma dans ses yeux, vifs et désespérés. Déni, c'est merveilleux. Nous pouvons, j'y accède, ai-je continué, afin de pouvoir te donner tout ce que tu mérites dans notre divorce. L'espoir mourut aussi. Vite qu'il était apparu. Divorce? Je vais m'assurer que tu sois prise en charge, Zoé. Tu auras la maison, une compensation généreuse, suffisamment d'argent pour vivre confortablement le reste de ta vie. Mais je ne passerai pas un jour de plus à prétendre que la sécurité financière peut réparer ce qui est brisé entre nous. Elle tremblait maintenant, ses mains tremblantes alors qu'elle essuyait ses yeux. Déni, s'il te plaît. Nous pouvons faire en sorte que ça marche. Je peux changer. Je ne veux pas que tu changes. Je veux que tu sois honnête sur qui tu es et ce que tu veux. Ce que je veux, c'est toi. Non, ai-je dit doucement. Ce que tu veux. C'est la vie que tu penses que je peux te donner. Il y a une différence. Zoé regarda autour de notre salon comme si elle le voyait pour la première fois. Cette maison, cette vie, ce n'était jamais assez pour moi. Je sais. Je n'arrêtais pas de penser que si je pouvais juste te pousser un peu plus, te motiver un peu plus, tu pourrais me transformer en quelqu'un d'autre. Elle hocha la tête, de nouvelles larmes coulant. Je suis désolé, Déni. Je suis vraiment désolé. Je sais que tu le es. Mais le regret n'annule pas 30 ans. Nous sommes restés silencieux un moment, la lumière du soir s'estompant à travers nos fenêtres. Finalement, Zoé a parlé. Que se passe-t-il maintenant? J'ai regardé ma montre, la montre de mon père, pensant au choix et à l'authenticité et au courage qu'il faut pour recommencer à 61 ans. Maintenant, ai-je dit, nous allons tous les deux découvrir qui nous sommes vraiment quand nous n'essayons pas d'être quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, Zoé a fait sa valise et est allée rester chez sa sœur. Nous avons convenu de gérer le divorce discrètement, à l'amiable. Elle obtiendrait la maison et suffisamment d'argent pour construire la vie qu'elle désirait. Je retournerai à Morrison Maritime, non pas pour récupérer un
Empire, mais pour honorer la mémoire de mon père en poursuivant son travail. D'aide aux autres à réussir. Alors que je la regardais en voiture quitter notre allée pour la dernière fois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Un soulagement. Choisis la vie que tu as toujours méprisée, ai-je pensé. Ou perds tout. Mais, il s'est avéré que tout perdre était exactement ce dont j'avais besoin. Pour me retrouver. 6 mois plus tard, je me tenais dans l'ancien bureau de mon père, regardant le port où Morrison Maritime avait commencé 79 ans auparavant. La pièce sentait le cuir et l'air salin, exactement comme je m'en souvenais. Les modèles de navires bordaient toujours les étagères, chacun représentant un navire qui avait transporté des marchandises à travers les océans du monde sous le nom de notre famille. Mais ce n'était pas le même bureau que j'avais fui. Jeune homme. Disparu les montagnes de paperasse qui avaient consumé les dernières années de mon père, les appels téléphoniques frénétiques, les journées de 18 heures, l'obsession dévorante de la croissance à tout prix. À leur place, il y avait quelque chose de plus simple, de plus délibéré, une entreprise bâtie sur les relations plutôt que sur les transactions. La transition vers Morrison Maritime avait été plus douce que prévu. Le conseil d'administration avait magnifiquement maintenu la vision de mon père, faisant grandir l'entreprise en aidant les petites firmes à réussir plutôt qu'en les absorbant. Ils avaient honoré son engagement envers les pratiques commerciales éthiques, les salaires équitables et l'investissement communautaire, mais surtout, ils avaient préservé son héritage de donner aux entrepreneurs en difficulté une chance de faire leurs preuves. Ma secrétaire frappa doucement à la porte. Monsieur Morrison, le rendez-vous de 15 heures est là. Je me détournai de la fenêtre, ajustant les poignets de ma simple chemise blanche. Je m'habillais toujours modestement, je conduisais toujours la même berline fiable que je possédais depuis 8 ans. L'argent, j'avais appris, était un outil. Pas une identité. Faites-les entrer, s'il vous plaît. Le jeune couple qui est entré dans mon bureau m'a rappelé moi-même à 30 ans, plein d'espoir et de désespoir à parts égales. La femme portait une mallette usée. L'homme tenait un dossier épais avec des plans d'affaires et des projections financières. Monsieur Morrison, dit la femme en tendant la main. Je suis Sarah Chen, et voici mon mari, David. Merci de nous recevoir. Je leur fis signe de s'asseoir sur les chaises devant mon bureau. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Parlez-moi de votre entreprise. Pendant l'heure suivante, j'ai écouté leur histoire, une petite entreprise de logistique spécialisée dans les pratiques d'expédition durable. Luttant pour concurrencer les grandes entreprises malgré une technologie et des références environnementales supérieures. Ils avaient besoin d'un prêt de 800 000 $ pour agrandir leur flotte et embaucher plus de chauffeurs. Les banques les avaient rejetés. Les sociétés de capital risque voulaient trop de capitaux propres. Ils étaient à quelques semaines de la faillite quand quelqu'un leur avait donné mon nom. Nous savons que c'est un pari risqué, a dit David, la voix serrée par l'anxiété. Mais nous croyons en ce que nous construisons. Nous pensons que nous pouvons faire une réelle différence dans l'industrie. J'ai étudié leur plan d'affaires, notant l'attention aux détails, les projections réalistes, la compréhension claire de leur marché. Mais plus encore. J'ai vu dans leurs yeux quelque chose qui me rappelait Richard Peton il y a toutes ces années. La fin de construire quelque chose de significatif, pas seulement de rentable. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez réussir là où d'autres ont échoué, ai-je demandé. Sarah se pencha en avant. Parce que nous n'essayons pas d'être les plus grands, nous essayons d'être les meilleurs. Nos clients restent avec nous parce que nous nous soucions de leur succès, pas seulement de nos résultats. J'ai souri, pensant aux paroles de mon père sur la construction de relations plutôt que d'empire. Je vais approuver votre prêt, ai-je dit. Le soulagement sur leur visage fut immédiat et profond. Les yeux de David se remplirent de larmes, et Sarah serra fermement la main de son mari. Merci, murmura-t-elle.
Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour nous. En fait, si. J'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis une petite boîte en bois. À l'intérieur, nichée dans du velours noir, se trouvait une montre identique à celle que je portais à mon poignet. Ceci accompagne le prêt. David parut confus. Je ne comprends pas. C'est un rappel, ai-je dit, attachant la montre à son poignet, que certaines choses comptent plus que l'argent. Que la confiance, une fois donnée, est sacrée, et que le succès ne se mesure pas à ce que vous accumulez, mais à ce que vous aidez les autres à réaliser. Alors qu'ils quittaient mon bureau, leur gratitude emplissant l'air derrière eux, j'ai ressenti la profonde satisfaction qui m'avait échappé pendant tant d'années. C'était ce que mon père avait construit. Pas seulement une entreprise, mais un héritage d'aide aux autres à réussir. Mon téléphone vibra avec un message texte. J'ai regardé l'écran et j'ai souri. Dîner ce soir. Je fais ces crêpes aux myrtilles que tu aimes. Hélène. Hélène Martinez était entrée dans ma vie il y a 3 mois lorsqu'elle m'avait interviewé pour un article de journal local sur les programmes d'investissement communautaire de Morrison Maritime. Elle était veuve, une enseignante à la retraite qui travaillait maintenant comme journaliste indépendante. Elle conduisait une Honda vieille de 12 ans, vivait dans un petit appartement rempli de livres, et ne m'avait jamais posé de questions sur mon argent. Au lieu de cela, elle m'a interrogé sur mes rêves, mes peurs, mes plats préférés et mes souvenirs d'enfance. Elle écoutait quand je parlais de mon père, des choix qui avaient façonné ma vie, des 30 années que j'avais passées à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. J'ai répondu par SMS, j'apporterai le café, le bon de ce petit magasin que tu aimes. Sa réponse est venue immédiatement. Parfait. N'oublie pas de porter cette belle montre. J'ai regardé la montre de mon père, pensant à la chaîne de choix qui m'avait amené à ce moment. Abandonner l'entreprise familiale, épouser une femme qui ne pouvait pas m'aimer tel que j'étais, cacher ma véritable identité pendant 30 ans, trouver enfin le courage de la revendiquer. Chaque décision avait semblé monumentale à l'époque, mais maintenant je comprenais qu'elle faisait toute partie du même voyage. Le voyage pour découvrir qui j'étais vraiment quand j'ai cessé d'essayer d'être quelqu'un d'autre. L'interphone sonna à nouveau. Monsieur Morrison, il y a un appel pour vous sur la ligne 2. Qui est-ce? Une Zoé Morrison. Elle dit que c'est personnel. Mon cœur a légèrement bondi. En 6 mois depuis notre divorce, Zoé et moi n'avions parlé que par l'intermédiaire d'avocats. Le règlement avait été généreux. Elle avait reçu la maison, 2 millions de dollars en espèces, et suffisamment de soutien mensuel pour vivre confortablement. J'avais appris par des connaissances mutuelles qu'elle avait déménagé dans une maison plus grande dans un meilleur quartier, qu'elle avait rejoint le club de golf, qu'elle sortait avec un chirurgien plasticien. Passé là. La voix de Zoé me parvint au téléphone, hésitante et étrangement petite. Denny, j'espère que je n'interromps rien d'important. Pas du tout. Comment allez-vous? Je vais bien. Bien, en fait. La maison est magnifique. Et Richard, c'est celui que je vois maintenant. Il a beaucoup de succès. Je suis content que tu sois heureuse. Il y eut une longue pause. Denny, j'ai vu l'article sur Morrison Maritime dans le journal, à propos des prêts que vous accordez aux petites entreprises. Hélène a fait du bon travail en l'écrivant. Hélène, la journaliste qui m'a interviewé. Nous eh bien, nous passons du temps ensemble. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je suis heureuse pour toi, Denny. Vraiment? J'ai attendu, sentant qu'il y avait plus. J'ai appelé parce que je voulais m'excuser, a-t-elle finalement dit. Non pas pour le divorce. Je pense que nous savons tous les deux que c'était la bonne chose à faire, mais
pour les années d'avant, pour t'avoir fait sentir insuffisant. Je suis resté silencieux un instant, surpris par l'émotion dans sa voix. Merci de dire ça. Tu as toujours été assez, Denny. Je ne pouvais simplement pas le voir. J'étais tellement concentré sur ce que je pensais que nous devrions avoir que. Je n'ai jamais apprécié ce que nous avions. Nous avons tous les deux fait des erreurs, Zoé. Peut-être. Mais tu ne m'as jamais fait me sentir inutile. Tu n'as jamais critiqué tout ce que je faisais ni ne m'as fait m'excuser d'être qui j'étais. Sa voix se brisa légèrement. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps pour que je comprenne ce que j'avais perdu. J'ai regardé le port, observant un cargo se diriger lentement vers le quai. Es-tu heureuse maintenant? Vraiment heureuse? Je suis à l'aise. Richard me donne tout ce que je pensais vouloir. Mais Denny, être à l'aise, ce n'est pas la même chose qu'être heureux, n'est-ce pas? Non. Ai-je dit doucement. Ce n'est pas ça. J'espère qu'Hélène c'est la chance qu'elle a, c'est moi qui ai de la chance. Après avoir raccroché, je me suis assis dans le silence du bureau de mon père, pensant aux différents chemins que nos choix créent. Zoé avait choisi le confort et le statut. J'avais choisi l'authenticité et la connexion. Ni l'un ni l'autre n'était faux, mais un seul avait mené à la paix. À 18h30, j'ai quitté le bureau et me suis rendu à l'appartement d'Hélène. Elle m'a accueilli à la porte, vêtue d'un jean et d'un pull taché de peinture, ses cheveux gris attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle était magnifique. Comment s'est passée ta journée? A-t-elle demandé, prenant le café de mes mains et m'embrassant sur la joue. Bien. J'ai aidé un jeune couple à sauver leur entreprise. Ça doit être merveilleux. Je l'ai suivi dans la petite cuisine, là. Regardant se déplacer efficacement dans l'espace, préparant la pâte à crêpes à partir de zéro. C'était ce que j'avais cherché toutes ces années sans le savoir. Pas seulement l'amour, mais le bon type d'amour. Un amour qui célébrait qui j'étais au lieu d'essayer de me changer. Hélène, ai-je dit, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Quand tu m'as rencontré pour la première fois, quand tu m'as interviewé. Qu'as-tu pensé? Elle a souri, sans lever les yeux du saladier. J'ai pensé que tu étais la personne la plus sincèrement sereine que j'ai jamais rencontrée. Tu semblais à l'aise dans ta propre peau, d'une manière très rare. Même si je ne suis pas tapa accent grave-l'œil, je n'essaie d'impressionner personne. Elle arrêta de mélanger et me regarda directement. Denny, sais-tu ce qui m'a le plus impressionné chez toi? Quoi? La façon dont tu as parlé de ton père. Le respect dans ta voix, la fierté de perpétuer son œuvre, et cette montre. Elle désigna mon poignet. La plupart des hommes qui réussissent portent des montres chères comme symbole de statut. Toi, tu portes la tienne. Comme une prière. J'ai senti ma gorge se serrer d'émotion. Je t'aime. Je t'aime aussi. Elle a repris à mélanger la pâte. Maintenant, assieds-toi et parle-moi de ce jeune couple que tu as aidé aujourd'hui. Pendant que je lui racontais l'histoire de Sarah et David Chen, de leurs rêves, de leur lutte et de leur espoir pour l'avenir, j'ai réalisé quelque chose de profond. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais exactement là où je devais être. Non pas parce que j'avais accompli quelque chose, ou accumulé quelque chose, ou impressionné quelqu'un, mais parce que j'avais enfin cessé de faire semblant d'être quelqu'un d'autre que moi-même. La montre à mon poignet faisait un tic-tac régulier, marquant les moments d'une vie enfin vécue authentiquement. Dehors, à travers la fenêtre de la cuisine d'Hélène, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Et quelque part en ville, un jeune couple célébrait probablement le prêt qui allait sauver leur entreprise. Mon père. Avais-tu raison à propos du choix, le choix d'être qui tu es vraiment, et non pas qui le monde attend que tu sois. Il m'avait fallu 61 ans pour comprendre pleinement cette leçon, mais mieux vaut tard que jamais. J'étais enfin chez moi, non pas dans un lieu,
mais en moi-même. Et pour la première fois de ma vie, cela était plus que suffisant.